Salut, c'est Franck Taluto. Au programme aujourd'hui, le deuxième épisode avec Jesse Moulin. Il est consacré à ses années pro à l'AS Saint-Etienne, de son arrivée dans le groupe, à son départ pour Troyes, en passant par sa relation avec Stéphane Ruffier, les émotions qu'il a vécues sous ce maillot. Et il nous parle aussi de ses projets pour l'avenir. Le Sud-Vert numéro 51, ça commence maintenant. Le palier avec le groupe pro, il est quand même pas surprenant, mais pas facile parce que tu fais 3 prêts d'affilée. Ouais. Est-ce que le club t'envoie là-bas clairement pour t'aguerrir et te faire revenir, ou on te balade un peu parce qu'on sait pas trop quoi faire de toi, Non, ça a été très très compliqué. Ça a été très très compliqué. Je vais sûrement... il y a des choses que je disais pas aussi. Là, je vais dire ce qui s'est passé dans le club, parce que aussi il y a des gens qui y sont plus, mais je leur en veux pas parce que c'est le système qui veut ça. Moi, j'arrive en pro et je suis un peu timide, un peu frêle, voilà, un peu timide. Je suis là, mais je me cache derrière mon excitation, je fais le con, je suis rigolo, machin et tout. Mais c'est aussi pour un peu cacher, pas la honte, mais voilà, je me sens pas prêt physiquement. Voilà, j'avais mes qualités qui étaient là. Techniquement, j'ai toujours été un bon gardien. J'adorais travailler techniquement, les prises de balles, tout ça. Et j'avais mes qualités physiques, voilà, ma vitesse qui étaient déjà des bonnes qualités pour être gardien de but. Mais voilà, il me manquait ce côté être aguerri, prendre un peu de poids. Voilà, c'est des choses qu'au centre nous, il y avait pas, on n'est pas de muscu et tout. Donc j'arrive, je suis assez timide et je fais mes années. Ça se passe bien. Je fais des bonnes saisons en réserve et tout ça. Et puis, il se passe des choses. J'ai pas trop envie d'en parler, mais bon, il se passe un peu des histoires d'argent, machin, de primes, de tout ça. Et le club me dit, il faut que tu partes. Voilà, il faut que tu partes. En fait, on fait, c'est l'époque où on fait, tu sais, on gagne contre Monaco là, ou Lille, je sais plus. Monaco, je crois. Et on fait l'Intertoto. Oui. Voilà. Il y a des histoires de primes. Et on me dit, non, toi tu touches pas la prime. J'avais fait du temps sur le banc et tout, mais on me dit, tu touches pas la prime. Je dis, ok, d'accord. Et tu sais, il y avait ces sortes de grèves et tout. Je sais pas si tu te rappelles, on était au Chambon, les joueurs étaient partis, Exact. tout ça. Voilà, c'était cette époque-là. C'est à l'époque de Laurent Rousset, c'est ça ? Ouais. Ok. Et le club, il dit, c'est bon, machin, tout ça, on vous donne vos primes et tout, machin. Donc les joueurs disent ok. Et puis moi, on me dit, non, ne donne pas la prime. Je dis d'accord. Et elle me dit, t'as pas joué une minute, t'as été sur le banc, j'avais fait plus d'une dizaine de matchs, je crois, t'étais sur le banc. Et là, les mecs comme Baffé, avec qui je m'entraînais tous les jours devant le but, comme un fou, je disais jamais non, je restais tous les jours, 45 minutes de plus, Baffé, il frappait. Les mecs comme ça, dans le vestiaire, j'étais quand même bien aimé dans le vestiaire, machin. Les mecs, ils disent non, ils disent c'est pas normal. Tout le monde a la prime. S'il faut, on refait grève pour Jesse. Ça, c'est l'histoire qui se passait dans le vestiaire, quoi. Donc là, Roland, il dit ok, je te donne la prime, mais tu pars à Arles-Avignon. D'accord. Dernier de national, plus petit budget de national. Je dis non, moi je pars pas et tout. Donc Loïc il dit non, mais c'est nous qui faisons le forcing et tout ça, machin. Donc c'est un peu envenimé si tu veux pour moi. Ok. Et donc je signe à Arles-Avignon. À Arles, c'était pas Arles-Avignon à l'époque, en national. Au moment de partir sur le parking, je vois Roland et je dis Roland, est-ce que je pars pour revenir et tout ça. Il me fait non, on a pris un gardien là, il y a Koulibaly, machin. C'était ma dernière année de contrat, tu vois. Ok. Donc je pars. C'est des choses que j'ai jamais dit, tu vois. Mais je le dis maintenant parce que Roland il est plus au club. Ouais, et je lui en veux même pas, tu vois. Parce que c'est des choses, c'est dans un club de foot.
Moi, j'étais un pimpin. Il avait bien mieux à gérer, tu vois, si tu veux. Il m'a géré comme ça parce que voilà, c'est comme ça. C'est même avec lui, j'en ai jamais trop reparlé parce que je pense qu'au fond, c'est pas qu'il a regretté, mais après moi, tu vois, j'avais pas d'agent et j'ai traité directement avec Roland et ça s'est toujours super bien passé. D'accord. Et il m'a toujours bien traité. T'as jamais eu d'agent ou t'en as pris plus tard Si, j'ai eu des agents pendant longtemps, mais on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais à un moment donné, j'ai dit stop, j'en peux plus. L'agent, j'en peux plus de cet agent, j'arrête. Et j'ai appelé un. Mais je suis, on en parlera un peu. Ouais. J'ai oublié cette histoire de Arles, donc je finis à Arles et on finit troisième, on monte en Ligue 2 et je finis meilleur gardien du national. Donc, et là, pendant cette année-là, tout le monde se fait virer et il y a Comoli qui revient au club à Saint-Étienne. Et Comoli, c'est celui exact. qui m'a fait signer pro. Donc il m'appelle, il me dit Jess, qu'est-ce que tu fais, t'es où et tout. Et ben, voilà. Il me dit non mais attends, il me dit moi je t'ai fait signer pro, je crois en toi, pour moi t'es l'avenir du club, machin, fais-moi confiance, je te prolonge. Ah, je dis, tu sors, tu fais une belle saison. Tu sors de ta saison, t'es pendant tes vacances Là c'est avant même la saison, c'était pendant la saison qu'il m'appelle. D'accord. C'était, Ok. il restait un tiers de la saison, tu vois. Il me dit moi, fais ta saison. Il me dit j'ai vu ce que t'as fait début de saison, tout le monde le sait ici. Fais ta saison, moi je te prolonge. Il me dit par contre fais-moi confiance, nous on sait pas si on se maintient ou pas. Tu sais, c'était à l'époque où... Ouais, bah, ça doit être les débuts Alain Perrin, Christophe Ouais, Galtier, voilà, ouais. Ouais, c'est Alain c'est Perrin. ça. C'est Alain Perrin. Donc fais-moi confiance, je te prolonge, mais je sais pas si on descend, ça sera pas la même prolongation que si on... Elle sera pas le même contrat. Ce sera peut-être, tu vois, numéro 2, numéro 1, numéro 3, on sait pas. Donc fais-moi confiance. Donc là, tu te retrouves, t'es en fin de contrat. Tu viens de te dire, parce que moi je suis arrivé à Arles avec ma femme enceinte comme ça. On me dit tu pars, je venais d'acheter la maison où on est là actuellement, celle-là, là, le gîte. Enfin, c'était mais un tsunami quoi, tu vois. C'était vraiment un tremblement de terre. J'arrive là-bas, des moustiques sur la vitre. Tu pars t'entraîner, il y a des javelots qui passent, c'est un stade municipal. Ok. Les mecs ils disent attends, c'est à notre tour, machin et tout. Oh, je rentrais en pleurant quoi. Je rentrais en pleurant avec mon sac d'affaires à laver. J'ai pas de machine à laver. Tu découvres la vraie vie du monde amateur que moi je connaissais pas. Ma femme enceinte comme ça. Donc tu vois, c'est pour ça, avec ma femme, on a vécu des trucs aussi. Franchement, c'était Ouais, ça soude. compliqué. Donc il se passe la saison incroyable, des potes et tout. Enfin, quand tu montes en Ligue 1, en Ligue 2, alors quand t'es à la base dernier du championnat, quand on arrive, ils recrutent Sami Ouri, que des mecs, Ouais. Benjamin Psom, des mecs qui sortent de centre de formation, qui ont été pros et tout. On fait une super saison, on monte. Et t'as le mec qui dit patiente. Il dit, attends, putain, il y a des clubs de Ligue 2 qui t'appellent, machin, il y a Arles qui monte. Tu dis, ça y est, je mets un pied dans le monde pro et je m'installe. Le mec il dit patiente. Et puis il a tenu sa parole, il me prolonge, le lendemain je partais en vacances quoi. Donc j'ai attendu qu'il se maintienne et dans la semaine ça s'est fait, je prolonge et voilà. Et je suis reprêté un an après à Fréjus. National, toujours. National. Et là, le club me suit, Saint-Étienne, je les vois souvent, à tous les matchs à domicile, je les vois là. Ce qui n'était pas le cas l'année d'avant. L'année d'avant, je les ai vus sur 2-3 matchs, fin de saison, des mecs qui supervisaient. Donc là, je les vois régulièrement me superviser tous les matchs à domicile. Les matchs, il y avait quand même des gros matchs, on jouait contre 3, il y avait Reims, il y avait quand même des gros matchs en national. Et il y avait Cannes et tout à l'époque, qui était encore un gros club. Et donc, je fais une super saison, on loupe la montée pour pas grand-chose. Et là, ils me disent, bon, ben, tu reviens au club. Et quand je reviens au club, je vois Roland, il me dit, mais moi, je voulais pas trop te faire partir. Tu vois, c'était un peu retour en arrière. Mais bon, c'est normal, c'est l'histoire du foot, tu vois, c'est les petites histoires qu'il y a dedans. Encore une fois, je n'en veux pas du tout. Et donc là, eh ben, je fais une saison. Et là, je fais mes débuts en pro, quoi, en Ligue 1. Je joue les derniers matchs de la saison. Début de saison, pareil, j'avais du mal à revenir tu vois, face à tous ces pros, tu vois, un peu timide sur le terrain en fait. En dehors, ça se passe toujours bien, je fais le con, mais sur le terrain, tu vois, il manquait ce petit truc que j'avais quand je suis parti à Fréjus, à Arles, où je suis totalement libéré. Et ça, au fil de la saison, j'arrive à l'avoir, tu vois. J'arrive à l'avoir, les matchs amicaux, tout ça. Et je joue ces 3 derniers matchs, et je me dis, bon, bah c'est bon, là, on part en vacances. Et je me dis, la saison prochaine, tu reviens, mais les dents, mon pauvre, les dents longues, tu raques par terre, et voilà, il faut que tu joues, il faut que machin. Et il recrute Stéphane Ruffier à l'intersaison. Donc là, coup de massue, machin, tu sais très bien que tu vas pas jouer devant Stéphane Ruffier.
Et il décide de me prêter à Clermont pendant un an. Donc je fais cette année à Clermont qui se passe pas super bien. Je joue un petit peu, mais pas top. On loupe la montée. Et par contre, après, je reviens, je m'installe dans le groupe pro. Jérémy Janot part, et je m'installe dans le groupe pro derrière Stéphane après, pendant quelques années. Comment tu as vécu le fait, pendant 3 ans, malgré tout, tu as quand même pas mal joué, et de revenir, tu sais que Stéphane Ruffier, il veut tout jouer, qu'il est très bon, et que ça va être compliqué de te faire ta place, quoi. Ouais, après, en fait, je suis tellement passé par des émotions où je me suis dit, bon, là, ça y est, maintenant, je vais galérer. Ça va être retour au monde amateur. Le monde pro, tu fais une croix. C'est terminé. Parce qu'on sait très bien que quand on les voit, les collègues qui partent, c'est très, très dur. Quand tu sors du circuit, tu veux dire tu sors du circuit. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, tu es dans le circuit, il faut que tu y restes. Saint-Étienne, c'est un gros club. Ils ont des grosses ambitions. Ils comptent sur toi, ils t'ont prolongé. Voilà. Donc là, il se passe, ce qui se passe, c'est qu'il se passe 1 an, 2 ans. Et moi, j'avais le même agent quand je signais à Clermont. J'avais pas trop d'agents, quoi. Tu vois, j'avais un agent, mais bon. Et là, je signe avec l'agent de Stéphane Ruffier. Ok. Je signe avec l'agent de Stéphane Ruffier, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans se passent. Il se passe tout ça, et à un moment donné, tu vois, je sens qu'il y a un peu conflit d'intérêts, tu sais. J'aime pas trop la situation, si tu veux. Tu vois, ça se passe bien, mais j'aime pas la situation. Je me dis, en fait, c'est impossible que j'aille titiller un mec. C'est impossible, en fait. Tu vois, et tu t'en rends compte en vieillissant, en prenant de la maturité. Donc, lui me permet de revenir à Saint-Étienne, de m'installer. Je prolonge 1 fois, 2 fois. Entre-temps, moi, je fais la connaissance de Stéphane Tessier. Ok. À Saint-Étienne. Qui était arrivé dans le club ou Qui était arrivé dans le club. D'accord. Et en fait, ce mec, quand je le vois la première fois, c'est quand il recrute Stéphane Tessier. Stéphane Ruffier. Ok. Donc moi je le vois, je me dis putain, il m'a niqué ma carrière pro, je vais partir, machin et tout. Dans son bureau, il me dit ça va et tout, je dis ouais, pas trop. Il me dit ouais, je vois bien comment tu me regardes et tout, je vois que t'es un peu énervé contre moi, machin. Il me dit écoute, moi je te prolonge. Il me dit je te prolonge et je te pars en prêt. Nous le but c'est que Stéphane, il fasse 1 an, 2 ans et on croit en toi. D'accord. C'est les premiers mots qu'il me dit, Stéphane Tessier. Alors que moi, je m'étais dit, putain, c'est mon bourreau, quoi, tu vois. Donc, tu vois, je me dis, ça a l'air. Et puis, tu sens le mec quand il te parle que c'est pas comme d'autres, tu vois. C'est pas un menteur. Il inspire vraiment confiance. Mais bon, tu te dis, on sait jamais. Il y en a des mecs, tu leur parles, voilà. Donc, je pars, je fais mon truc, et puis après, arrivé, Steph Ruffier, il part pas. Donc, je fais 1 an, 2 ans, 3 ans, machin, tout. Et puis, il se passe le truc où Tessier part. Il part du club, il arrête. Et moi, à ce moment-là, je dis à mon agent, c'est bon, j'arrête. Je me sens bien à Saint-Étienne. Je sens que je peux faire le boulot, en fait. D'aller dans les bureaux. Je suis bien à Saint-Étienne, je m'entends bien avec tout le monde me connaît, je connais tout le monde. S'il y a un truc, je peux le faire. C'est-à-dire de gérer toi-même, plus avoir d'agent. Ouais. Donc, je dis ça. Mais d'abord, première chose que je fais, première personne que j'appelle Stéphane Tessier. Je dis salut Steph, ça va, c'est Jesse, ok, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je viens de jouer contre le Beitar Jérusalem. Ouais. Premier match européen. Et je fais. Ruffier prend un rouge, là, tu sais. Et je fais une super deuxième mi-temps. Je rentre, un match, c'était le pire match à pression de ma vie. Je rentre, je sais que si on prend un but, on est éliminé, on fait pas les matchs de poule. Et là, je fais des arrêts, machin à droite, tu sais. Vraiment, c'était le match de ma vie, quoi. J'ai donné tout ce que j'avais. J'avais tellement pas envie de prendre de but que je sentais que je pouvais pas en prendre, toi. Donc, je touche la balle, elle part sur la barre, machin. J'aurais pu fermer les yeux. Je pense que j'aurais fait des arrêts, tu vois. Tellement j'avais envie de prouver. Tellement j'avais cette envie en moi de prouver que je pouvais le faire, quoi. Et le lendemain, j'appelle Stéphane Tessier. Je dis Steph, j'ai plus d'agent. Il me reste 1 an de contrat. Je viens de jouer en Coupe d'Europe. C'est moi qui ai fait le match de poule. Je pense que c'est le moment que j'aille dans le bureau, non? Et de là, j'ai tout fait avec lui. Ok. Tu vois, pas d'agent, mais mon conseiller, c'était lui. Et on est venu. C'était vraiment ma personne de confiance. C'est le seul mec en qui j'avais confiance dans le football. Et encore maintenant, maintenant il y est plus. C'était le seul mec en qui j'avais confiance dans le football. Donc dès que j'avais quelque chose, j'ai prolongé 3 fois sans agent. Et voilà, lui, je l'appelais. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est dur. Ce qui est le plus dur, c'est de savoir combien tu vaux en fait. Tu dis si je demande trop, ils vont me dire mais lui c'est un fou, il va se faire voir. On le prolonge pas, tu vois, ou on le prolonge au rabais, ou alors je demande pas assez, ils disent oh putain il faut vite prolonger parce que ils demandent pas assez, tu vois. Je voulais vraiment trouver ce juste milieu en fait, ma valeur, tu vois. Et donc lui il m'aidait beaucoup là-dessus, à me dire bon attends,
Je vais me renseigner combien le gardien qui est à Rennes ou je sais pas où, tu sais, des clubs équivalents, combien le second gardien touche, ou combien le numéro 1 touche, combien le gardien qui joue en Coupe d'Europe touche, tu vois, pour être dans ce juste milieu, pas être dans des... pas envenimer la situation, pas dire le club qui commence à dire ah ouais mais attends tu demandes trop et les négociations ça dure 2 mois. Tu vois moi à chaque fois que je suis allé voir le club ça a duré 15 jours. 15 jours ils m'ont dit proposition contre proposition, allez on signe. Voilà. Et toujours avec Stéphane Tessier en conseiller et qui m'a énormément rassuré et aidé quoi. Ouais. C'est le seul mec en qui j'avais confiance. Tu espérais faire 1 an, 2 ans comme ça, finalement ça a duré 6, 7, peut-être même 8 ans. Je suis rentré en 2013, je suis reparti en 2021. Mais Stéphane Ruffier, je pense qu'il joue tout jusqu'à 2019 ou 2020, j'ai pas la date exacte en tête. Comment tu arrives à tenir? Parce que ce rôle de second gardien, on ne se rend pas toujours compte, mais c'est assez ingrat. Parce que certes, tu n'as pas la pression du match, mais toute la semaine, tu bosses comme un fou. C'est là où Stéphane Tessier, il a été bon. Il était très très bon. Par exemple, moi je joue quand Ruffier se blesse ou il prend un rouge. Mais à chaque fois, je joue des trucs importants, quoi. Je joue la Coupe d'Europe. On connaît la Coupe d'Europe à Saint-Etienne. Donc je joue match de poule. Où je joue et le club, il est presque relégable. Et il faut enchaîner 5 matchs. Et où tu as une pression, où tu sais que si tu tombes dans la zone rouge, c'est dur après. Et à chaque fois, ça se passe super bien. Et Stéphane Tessier, quand je l'appelle, moi, après le Bétard, là, il me dit, écoute, je vais te dire quelque chose. À chaque fois qu'on t'a prolongé, c'est moi qui ai appelé, ton agent, tout le monde, et qui a dit, bon, maintenant, il faut prolonger Jesse. On a prolongé Steph. Il y a Jesse derrière qui donne sa personne tous les jours à l'entraînement. Tous les joueurs le disent. Il reste à chaque fois pour jouer avec eux, pour s'entraîner avec eux. Dès qu'on fait appel à lui, il est là. On le prolonge. Et donc, en fait, il sentait Steph Tessier. Il est trop fort. Et c'est un mec qui est vraiment trop fort dans un club. Il fait attention à tout le monde. Il fait attention à tout. Et il savait que si je prolongeais un bon moment, j'avais pas envie de partir. Il y avait la stabilité de ma famille derrière. J'avais un bon contrat. Je me sentais aimé par le club parce que le numéro 1 il prolonge, tu prolonges. Tu sens que, tu vois, s'il y a une proposition qui vient derrière, tu dis ah ouais putain, il y a quand même Saint-Étienne, je suis bien, ça fait quelques années que je suis là, j'ai un bon contrat. Le club que je vais, je le connais pas. Tu vois, il mettait toujours un grain de sel de plus que si tu avais une proposition, à part si tu avais une proposition de fou, tu vois, mais quand tu joues pas trop, bah, t'as pas trop de propositions non plus de folie, quoi. T'as toujours des clubs qui viennent se renseigner, c'est sûr, et tout. Mais donc, il était très fort de ce côté-là, très fort. Toi, t'as jamais eu envie à un moment, pas de baisser les bras, mais de dire ah, j'ai trop envie de jouer, tant pis. Si, mais j'avais toujours, tu vois, cette carotte au bout. Je veux dire, t'es à Saint-Étienne, tu joues l'Europe, tu joues des derbies. Tu vois, même si je jouais pas beaucoup, j'ai joué tous ces matchs. J'arrivais à sortir 5-6 matchs dans la saison, mais c'était à chaque fois des matchs. Tu jouais le derby, tu jouais pour l'Europe, tu jouais la Coupe d'Europe. Enfin, c'était. Tu vois, il y avait toujours ce truc à dire aussi. Ouais, mais attends, je pars, je sais pas comment ça se passait. Alors qu'ici, je sais que s'il se passe quelque chose, autant je joue l'Europe, autant je joue un derby, autant je joue Marseille, autant je joue Paris. Tu vois, et en plus, je joue dans mon club que j'aime plus que tout, quoi, tu vois. Donc, c'est toujours été cette balance qui a toujours été équilibrée, mais toujours un peu plus pour Saint-Étienne quand même, tu vois. On aime bien les petites histoires, forcément, sans faire du people. Mais toi, le second gardien assez extraverti, le numéro 1, Stéphane Ruffier, plutôt réservé. Toi qui voudrais la place, celui qui veut la garder. Comment ça se passait tous les jours entre vous? Au début, ça se passait bien. Ça aussi, j'en ai jamais trop parlé. Parce que il est comme il est et je veux pas du tout. Je veux pas l'attaquer, quoi, tu vois. Il est ce qu'il est, ça a été un grand gardien, voilà, avec ses qualités, ses défauts. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été compliqué au quotidien. Mais on a été assez intelligents, lui et moi, ou peut-être moi, parce que moi, enfin bref, je vais passer les détails, mais à un moment donné, on a arrêté de se parler, quoi. Tu vois. Ouais, c'est compliqué quand même. Dans un groupe de mais en 3-4 fait, gardiens. non, mais ça concordait bien parce que si tu veux, on avait notre personnalité et il fallait qu'à un moment donné, il y en ait un qui soit plus intelligent que l'autre et qui parle pas, tu vois. Si moi j'ai commencé à envenimer les choses, ça serait mal passé. Même si 2-3 fois à l'intérieur, on a eu des discussions où on s'est un peu chauffé, même bien chauffé. Tu vois, c'est jamais sorti.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est jamais sorti. Tout le monde a toujours pensé qu'on s'entendait super bien. Ce qui était le cas, hein. Pendant quelques années, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'après moi, j'ai évolué, j'ai pris en maturité, j'ai commencé à être encore meilleur, j'ai joué, j'étais bon. Donc, si tu veux, tu vois, ça, lui, il sentait que ça se rapprochait aussi. Donc, forcément, ça s'est un peu dégradé. À un moment donné, on se disait bonjour. Et puis voilà, on faisait notre taf. Et puis là où ça se coordonnait bien, c'est que lui, il aimait rester avec son entraîneur des gardiens. Donc on faisait échauffement, lui il restait avec son entraîneur de gardien, moi je partais avec le groupe. D'accord. Donc on passait 20 minutes ensemble sur le terrain, 20 minutes à faire des prises de balles, je lui fais des prises de balles, il me fait mes prises de balles. Et puis voilà, on fait du foot, c'est pas la guerre. Donc on faisait notre truc. Et puis moi après je me cassais avec le groupe et puis voilà, ça nous allait bien. C'était notre fonctionnement et ça a été pendant plusieurs années comme ça. Et ça s'est jamais sorti, ça a jamais été voilà, sur les performances de chacun. Donc je pense que c'était notre manière de fonctionner à un moment donné aussi, quoi. Tu te dis que en étant un bon numéro 2, tu l'as aidé aussi à être ce qu'il a été, parce qu'on ne faut pas lui retirer à Saint-Étienne, ça a été Ah oui, quand même un forcément. monstre. Oui, forcément. Je pense qu'à un moment donné, il s'est pas reposé parce que derrière, il savait que déjà j'étais aimé du groupe, aimé du club, des supporters, et que tous les jours, et dès que je pouvais jouer, je donnais le maximum que je pouvais. Mais c'est normal. Après ça, c'est le quotidien du footballeur. S'il n'y a pas de concurrence, à un moment donné, bon il n'y en a jamais trop eu entre lui et moi. Le club a jamais voulu trop en mettre. Mais juste pour l'amour-propre, quand tu vas sur le terrain, t'as une envie, normalement, c'est d'être meilleur que celui qui est en face de toi. Donc forcément que ça tire vers le haut. Mais ça m'a tiré vers le haut, moi aussi, d'avoir un gardien comme ça en face de moi. Ouais. Surtout dans son caractère. Parce que moi, ce que je voulais, c'était l'énerver. Ce que je voulais, c'est forcément, en plus de ses qualités. J'avais envie d'être bon et de l'énerver. C'est-à-dire de l'énerver. De lui dire je suis là, de dire je suis là. Tu vois, il y a une concurrence quand même qui se crée sur le terrain entre nous. Même s'il n'y en a pas dans le club, entre nous sur le terrain, au moment T, c'est qui va prendre le moins de buts, tu vois. Donc quand tu as un gardien en face comme ça, qui est une référence du championnat, tu n'as qu'une envie, c'est d'être bon. Donc moi aussi, ça m'a tiré vers le haut. Ce côté sympa, blagueur qui fait l'unanimité sur le plan humain, le gars drôle, qui fait pas trop d'histoire non plus, est-ce que tu penses que ça a pu te desservir à un moment et te laisser dans cette position de numéro 2? Oui, bien sûr, forcément. Ouais. Oui, c'est sûr. Et c'est un côté que j'avais moins après, tu vois, quand je suis parti à 3 par exemple. Tu vois. Je suis arrivé, après c'était un autre club, c'était un autre statut, tu vois. Je suis arrivé, je voulais jouer direct, voilà. Donc j'étais moins dans ce truc-là. Mais oui, forcément, t'es pas moins crédible, parce que les performances, après, c'est le terrain. Mais ils savaient que... mais puis après, c'était établi. Chaque saison, ils savaient, voilà, t'arrives, le coach, il te dit, voilà, il y a un numéro 1, un numéro 2, c'est comme ça. Et après, moi, je suis comme ça. Je pouvais pas aller sur le terrain et ça dure une semaine et après, je suis malheureux. J'ai besoin d'avoir cet enthousiasme et de partager avec les mecs. C'était ma façon aussi d'apporter de faire décompresser tout le monde. C'était un vrai truc aussi en mise au vert, quand il y avait des gros matchs, de garder ce côté-là pour justement ne pas penser au match, garder un vrai côté joie, bonne humeur pour décompresser. C'était aussi une vraie volonté de ma part de l'apporter même en mise au vert, même les jours de week-end, même les jours de match et les jours de pression, quoi. Maintenant qu'il y a prescription, est-ce que tu peux nous raconter peut-être le plus gros coup que tu as fait ou la plus grosse Connerie. plus grosse connerie, voilà, j'osais pas le dire. Ouais, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein, mais j'étais pas seul, hein. J'étais pas seul. Il y en a qu'on connaît. Il y en a, c'est juste que moi, j'ai souvent été pris sur le fait, quoi. Mais il y en a qui ont fait des conneries. Il y en a qui faisaient des conneries, c'était des fous. Moi, j'étais incapable de faire la même chose. Découper des chemises, découper des baskets. Il y a des trucs que j'étais incapable de faire, hein. Mais moi, je cassais les couilles. À Laurent Batles, je prenais sa voiture en plein hiver, j'allais la foutre au milieu du terrain et je collais les deux cages. Il avait une Mini. Donc la Mini, elle rentrait dans les cages, je collais les deux cages. Et il se retrouvait en plein hiver. En plus, lui, c'est un râleur. Aller faire 500 mètres pour aller trouver sa voiture qui était au milieu du truc. Machin. Ou alors, il se faisait masser. Et puis, on avait des baies vitrées, tu sais. Il se faisait les kinés et envoyait les terrains.
Et lui, pendant qu'il se faisait masser, je prenais les clés et j'allais tirer des gros freins à main sur la plaine, hein, tu vois, enneigé. Et lui, donc, il se faisait masser, il voyait sa voiture en travers et tout. Donc, on a rigolé, hein. Putain, on a rigolé. Ouais, avec son scooter pareil et tout. Non, on a fait des conneries. Mais bon, c'était toujours bon enfant, hein. Il n'y a jamais eu de. Ça s'est toujours bien terminé, mais. Franchement, c'était chaque semaine. Mais il y a des mecs comme Foussini Diawara qui ont carrément rentré la voiture dans le vestiaire. La fameuse Smart. La Smart. Donc, tu vois, ça, moi, je l'aurais jamais fait. Il y a des mecs qui ont fait des trucs vraiment costauds aussi, mais qui sont jamais fait trop prendre. Tu vois. Je vais revenir sérieux. Ta chance, toi, elle arrive quand ça clash entre Claude Puel et Stéphane Ruffier. Ouais. Toi, t'es juste content de pouvoir enfin avoir ta chance. T'es emmerdé parce que c'est forcément tendu et que ça fait beaucoup parler. Est-ce que tu te sens prêt aussi? Ah, moi, je suis archi prêt. Ça fait des semaines d'entraînement que je cravache. Je vois qu'on prend des buts. Il y a un nouveau coach. Je vois que Ruffier, il n'est pas en honneur de sainteté avec lui. C'est le coach, lui, il a vraiment décidé qu'il y ait de la concurrence avec tout le monde, à tous les postes. Donc moi, je mets les bouchées doubles. Je suis en muscu tous les jours. Je reste sur le terrain tous les jours. Je cravache comme un fou. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans la salle de repos avec les joueurs et tout de l'époque, là, avec Cabella, Debuchy, tout Perrin et tout ça, Mvila. Et le coach, il dit à Steph, je peux te voir s'il te plaît et tout. Et on vient de prendre, je crois, à Brest, on prend 4 ou 5-0. Ça se passe pas très bien et tout. Et c'est vrai que c'était dur, hein. C'était un moment très très difficile, hein, même pour lui, parce qu'un gardien, quand tu prends des buts et pourtant que t'as pas envie d'en prendre, c'est dur, hein. Il y a des moments, il y a des périodes, il était dans une période difficile. Donc voilà, et les joueurs, ils disent en rigolant, ils me disent, s'il sort du bureau et qu'il t'appelle, c'est dire que c'est toi qui joues, quoi. Et il sort du bureau, on entend la porte un peu claquer et tout, et il y a Puel qui arrive et il dit, Jess, je peux te voir, s'il te plaît? Donc là, les mecs, tu sens qu'il y a un gros changement, parce que ça s'est jamais passé au club, ça s'est jamais passé dans l'équipe. Et donc il vient et il me dit, écoute, moi, je t'adore en tant que gardien sur le terrain, tu fais pas un bruit, tu bosses, t'es bien. J'ai décidé de faire souffler Stéphane Ruffier. C'est toi qui joues les prochains matchs. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, prends ton pied et régale-toi, quoi. Et je dis ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a la période Covid. C'était à un moment de la période Covid, donc j'enchaîne les matchs. Il y a la demi-finale de Coupe de France, l'effervescence, stade plein, on gagne, on regagne un petit peu, on s'éloigne de la zone rouge. Et pendant cette période-là, juste avant que les matchs soient arrêtés, le championnat s'arrête. La saison s'est arrêtée, ouais. Il y a Stéphane Ruffier et son agent qui attaquent un peu le club, le coach et tout. Et si tu veux, bah, il m'ouvre la porte en grand, quoi. Parce que à la base, il voulait juste le faire souffler. Il voulait pas l'écarter du tout. Donc il se passe tout ce qui se passe et le coach prend la décision, il m'appelle, je me rappelle, j'étais à la ferme là-bas avec les chevaux et il me dit bah, c'est toi qui débutes l'année prochaine, c'était mon gardien titulaire. Donc c'était un enchaînement d'événements, il y avait mes performances évidemment qui ont été bonnes au bon moment, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé à côté et qui m'ont permis d'avoir ma chance et voilà. Et cette année que tu commences dans le but, bon, collectivement c'est pas évident tout le temps. Par contre, toi, tu joues beaucoup jusqu'à, je crois que c'est dans l'hiver où t'as un pépin. En mai, ouais. Avril, début avril. Ah, bah ouais, en fait, on fait un super début de saison, on fait la finale Coupe de France, et on fait les 3 premiers matchs, on gagne 2-0, on est premier du championnat, on gagne à Marseille, ça faisait 42 ans qu'on n'avait pas gagné et tout ça. Et après, on avait une équipe vraiment jeune et ça s'essouffle, quoi. Ça s'essouffle, tu prends 10 frappes par match, tu perds 1-0, tu fais 0-0, tu gagnes pas. C'était vraiment compliqué. Il y a eu des super matchs, des bonnes choses. Et arrive au mois de début avril, je me blesse à l'ischio-jambier, là j'arrache le tendon. Et ça s'arrête, quoi. Ça s'arrête alors que je me sens de mieux en mieux, je me sens super bien. Je suis au niveau des clean sheets et tout ça, je suis super bien placé, je fais j'arrive à faire le club arrive à sortir la tête de l'eau, à repartir, et puis il arrive ça, quoi. Donc ça a été compliqué. Ouais. Comment tu vis le fait, parce que donc Étienne Green se révèle, il y a ce penalty à Nîmes et ce qui suit.
et tu repars numéro 2. En fait, je repars même pas parce que déjà la saison était compliquée avec ce Covid. Jouer dans la seule saison où je joue vraiment les stades vides, c'était franchement une horreur. Mais bon, là, il se passe ce qui se passe. Et donc, Étienne joue, on se maintient. Et moi, au tout début de la préparation d'après, il n'y avait pas eu de match amicaux, il n'y avait rien eu. Il y a Laurent Baptiste qui m'appelle, qui me dit voilà, moi j'ai besoin d'un mec qui vienne jouer, qui vienne renforcer mon club. Je sais pas si mon gardien on monte, tout ça. Donc je dis ok. Je dis ouais, mais moi tu sais, j'ai un bon contrat ici et tout ça, je gagne bien ma vie. Il me dit ouais, mais discute avec eux. Donc je discute avec 3 et puis on arrive à quelque chose de très correct. Donc moi je vais voir le club. Et si tu veux, c'était une façon pour moi, je pense, de partir comme ça, de pas entendre que j'étais numéro 2, tu vois. Donc j'ai dit, moi, donc le club dit, ah ouais, mais bon, tu sais, t'as un bon contrat ici, machin. J'ai dit, ouais, mais voilà ce qu'il me propose, moi je veux partir. Ok, tu peux y aller. Tu vois. Moi, j'ai pas entendu que j'allais être numéro 2, tu vois. Je voulais plus l'entendre. Donc ça s'est fait comme ça, quoi. Ça s'est fait très rapidement. Ce choix-là, parce que tu l'as dit, tu avais tout ici, ta famille, ton contrat, etc., l'entente dans le vestiaire. Avec quelques années de recul, tu referais le même choix ? Ouais, je le referais. Ouais. Je le referais parce que, si tu veux, j'étais une période de ma vie avec ma femme où franchement, je vais en parler parce que voilà, les gens après, ils savent que j'ai très bien gagné ma vie en étant footballeur, tu vois. Même quand j'étais numéro 2, j'ai des bons contrats. En plus, on faisait c'était une belle période de Saint-Etienne. On a fait l'Europe et tout, donc j'avais des bons. Coupe de la Ligue. Voilà, même en étant numéro 2, j'ai très bien gagné ma vie. Mais si tu veux, quand j'ai commencé à être numéro 1, j'ai eu un contrat de numéro 1. Donc j'avais un bon contrat où je gagnais vraiment encore mieux ma vie. Quand tu arrives à l'âge où j'avais, 3 m'appellent, j'ai 35 ans. Tu te dis, est-ce qu'il vaut mieux garder encore un an ton contrat à Saint-Étienne et tu sais que peut-être tu vas pas prolonger, ou tu gagnes encore très bien ta vie sur 2 ans. Ah oui. Tu vois ? Tu fais ce calcul-là. Okay. Moi, c'est ce calcul-là que j'ai fait. On était dans une période où ma fille dans l'équitation, ça coûte cher. On est en train de monter notre structure. Je sais qu'en 2 ans, je peux monter quelque chose pour ma fille, pour l'avenir de ma fille et pour l'avenir de ma famille. Je peux le faire et ça va être dur. Mais il faut que si je le fais pas, peut-être que je pourrais jamais monter la structure que j'ai montée maintenant, quoi. Avec ma fille, elle aura pas le même avenir. Donc après l'avenir, il faut qu'elle se le crée. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je donnerai, avec ma femme, on fera tout pour qu'elle ait les cartes en main et voilà. Donc c'est ce choix-là qu'on fait en fait à la base avec ma femme. C'est à dire ok, je pars 2 ans. Il y a un très bon contrat. On fait le dos rond. Ça nous permet de nous monter notre structure. On revient et puis on enchaîne, quoi. Ok, c'est ce qui s'entend. Hein. Ouais, c'est la seule fois de ma carrière où j'ai raisonné comme ça. Parce que j'arrivais à cet âge-là où je savais que les années se comptaient sur les doigts d'une main et encore. T'aurais pu m'amputer 1 ou 2 doigts, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, il me restait 2 ans. Voilà. Tu tournes donc définitivement, parce qu'on parle pas de prêt, là. Ouais. Tu tournes définitivement la page stéphanoise. Qu'est-ce que tu retiens comme bon moment, comme période plus difficile ? Et j'ai eu des moments où... comme je te dis, quand je pars à Arles et tout, c'était l'effondrement, vraiment. C'était mon monde qui s'effondrait. Même si, heureusement, j'étais avec ma femme, elle était enceinte et tout. Donc, tu vois, il y a eu beaucoup d'appréhension de savoir ce qui va se passer dans l'avenir, machin. Mais en même temps, bien soutenu. Donc ça a été dur. Mais par contre, voilà, rentrer contre le Beitar Jérusalem, se qualifier avec le club pour l'Europe, jouer des derbys, gagner des derbys. Geoffroy Guichard, franchement, c'est incroyable. J'y repense souvent, hein, mais à chaque fois, j'ai ce truc au ventre et j'ai les frissons, quoi. C'est des moments uniques. Le football, ça nous apporte jouer au Parc des Princes contre tout ce monde, choper, faire des performances contre ces joueurs-là. Et tout, hein, que ce soit avant le match, pendant le match, sur des gros matchs comme ça et tout. Enfin, tout, c'est ça qui manque, en fait. Tu te rends compte que ta vie, c'est de l'adrénaline pure et dure pendant des jours. Et il y a énormément de choses. Il y a sûrement des matchs que j'y penserai plus jamais, mais par contre, il y en a qui te marquent à vie, quoi. T'es nostalgique à revoir des trucs ou c'est plus vraiment des souvenirs Non, moi, là où je suis nostalgique, mais réellement, vraiment. Alors, les matchs, c'est une chose, ça manque, l'adrénaline et tout.
mais le quotidien. Sortir sur le D'accord. terrain, La vie savoir de que tu vas groupe, plonger, le terrain il est bon, tu vas faire des arrêts, c'était tellement un plaisir de faire des arrêts et de le partager avec ton pote qui venait de frapper, de le chambrer, ou que lui te chambre parce qu'il vient de te mettre une lucarne du futur, tu vois. C'est ça vraiment, c'est ce qui manque le plus. Après, oui, les matchs, tout ça, ça manque. Mais ce qui te manque, c'est le match réussi. C'est pas le match où où t'en as pris 3 et t'as pas fait un arrêt. Mm. Tu vois, le moment d'après, le sentiment pendant le match de te dire je suis en train de faire un putain de match. Et vas-y, continue de rester concentré, tu vois. Ça, tu le vivras plus, en fait. À dire, t'as les Magic derrière qui hurlent, t'as 1-0, tu joues contre Lyon, et tu dis, vas-y, t'as fait 3 arrêts, tu dis, ah, vas-y, continue, mais tu pourrais tuer quelqu'un, quoi, tu vois. Tu pourrais te mordre la langue, hein. Enfin, moi, c'était comme ça, j'étais en transe. Je sortais des matchs, même si des fois j'ai tué qu'un ballon, j'étais épuisé parce que j'étais en transe à te dire toutes les 2 minutes, vas-y, putain, enfonce-le, massacre-le. Mais c'était les mots que je me disais dans ma tête, quoi, tu vois. C'était massacre-le, il arrive, tu le massacres, ballon entre deux, c'est impossible que, tu vois, c'était où il y a une frappe, c'est agi, enfin, tu vois, t'as des mots après que tu retrouves, que tu te dis, c'est ça en fait que tu. Maintenant, je me le dis quand je vois ma fille, je me dis, allez, concentré, mais c'est plus moi, tu vois, Mhm. et je le vis par procuration. Donc, je vais le vivre par procuration avec mon fils sur le terrain, mais je veux pas en faire des caisses. Il a 8 ans avant, c'est pas un projet Mbappé. Mais tu as quand même ce petit truc. Mais tu ne vivras jamais la même chose que quand tu fais un match de fou et que tu sais que tu es en train de faire un super match et que tu participes à la victoire de l'équipe. Quand tu étais en activité, tu as sûrement lu des interviews ou entendu. On parlait de petite mort du footballeur. Aujourd'hui, c'est un terme dont Ouais. tu perçois le sens. Ouais, et puis encore une fois, tu vois ce que je te disais, on t'en parle pas trop quand t'es derrière parce que t'es dans le déni, tu vas pas y penser. Mais ouais, t'as l'impression de mourir. T'as vraiment l'impression de mourir. Tu perds quelque chose en toi, quoi. Tu perds une facette de ta personnalité, tu perds, tu perds plein de choses en fait. Et tu perds la reconnaissance des gens. Quand t'es footballeur à la Saint-Etienne, même en Ligue 1 ou même en Ligue 2, quand t'es footballeur, t'as une étiquette, t'es footballeur. Tu sens que c'est pas pareil chez les gens. Quand t'es footballeur, les gens, ils sont de suite plus, ils en parlent, ils sont là, bah tu l'as plus ça. Tu vois, ça en fait partie aussi de ça, de se dire bah ouais, t'es plus footballeur, mec. T'es un mec lambda, mais il faut savoir l'accepter parce que il y a que des mecs lambda en fait. Et les gens, c'est des gens bien, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens bien, voilà, c'est pas parce que t'es un mec lambda que t'es devenu une merde, quoi. Au contraire, tu peux devenir un mec lambda, mais continuer à avoir tes valeurs de travail et te servir de ce que t'as connu dans le foot pour rebondir, voilà, moi ça a été très dur, j'ai eu des moments où j'arrivais pas à me lever du lit parce que mais je voulais pas me dire que j'étais en dépression. Pour moi, c'est pareil. Si je le dire, c'est comme si tu mettais un coup de massue. Donc, plutôt, j'ai essayé de me lever et voilà, j'ai passé 5 mois dans la maison tout seul, là, à peindre, à rénover, à machin, fatigué, mais allez, on continue, on va à la main, on fait les box et voilà, se mettre dans le travail. Ce que j'ai connu au foot, en fait. Ce que j'étais au foot, un bosseur, un travailleur, ben, j'essaye d'être le même dans la vie. Même si, honnêtement, pendant 1 an, il y a des moments où j'avais pas du tout envie de me lever, où je me suis pas levé. Mais j'ai essayé de réagir et j'ai réagi grâce au foot, grâce au sport en général. Ouais. Voilà, grâce à ce que m'a apporté le sport. Les clubs se structurent de plus en plus. Maintenant, on voit qu'il y a des personnes qui sont employées pour quand un nouveau joueur arrive, l'accompagner pour que vraiment il soit bien. Est-ce que c'est un truc qui manque d'après toi qu'on t'accompagne aussi au moment où tu arrêtes? Mais il vaut mieux avoir quelqu'un qui t'accompagne quand tu arrêtes que quelqu'un quand tu débutes. Enfin, quand tu es dans un club, en fait. C'est l'inverse. C'était juste l'exemple, justement, mais c'est pas forcément quelque chose qui est très en vogue. Mais non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Moi, je suis au téléphone avec KMP toutes les semaines. Lui, il a arrêté aussi. Alors, on se le dit en rigolant, tu vois. On s'appelle et on se dit ah putain, je suis vraiment une merde, tu vois. Et on en rigole, mais tu vois, c'est notre façon d'exprimer notre truc, tu vois. Ah, je suis une merde, je fais rien, je sais rien faire. Tu vois, alors qu'on fait tous des trucs. Tu vois, moi, je me suis bougé pendant 1 an. Je m'occupe de tout ce que je peux, quoi, tu vois, pour soulager ma femme. Je m'occupe de son papa. J'essaye de faire le maximum, mais j'ai l'impression que je fais pas assez. Tu vois, parce que tu connais pas cette vie-là, en fait. Et que le moindre truc que tu fais dans le football, c'est médiatisé, tout le monde le sait. Tu vois, là, tu fais un truc, bah ouais, personne ne le sait. T'es dans ton mec, t'es chez toi, mec. Il y a personne qui va venir te féliciter parce que t'es allé chercher tes gamins, t'as fait les courses et que t'as fait les box et que t'as fait 10 000 choses dans la journée. Il y a personne qui va te féliciter. Tu vois, c'était dans la vraie vie. Dans le foot, tu fais le moindre chose, les mecs, ils disent ah bravo, c'est bien, machin, t'es un monstre. Non, en fait.
Non, tu vois, les vrais monstres, c'est ceux qui sont dans la vraie vie et qui triment toute la journée, tu vois, pour faire vivre leur famille. Et en fait, il faut se réadapter à ce monde-là et te dire qu'en fait, tu peux être quelqu'un de bien sans qu'on te connaisse, sans qu'on te félicite tout le temps. Non, il faut rentrer dans la normalité, en fait. Il faut arrêter de chercher tout le temps de... C'est ce que apportent les réseaux sociaux à du monde, c'est que tu fais le moindre truc, tout le monde te dit, te met des j'aime, des machins, mais alors que t'as rien fait, quoi. Tu vois, t'as mis une photo, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà, il vaut mieux être au quotidien avec tes gamins, les aider, et aider les gens que t'aimes, qui sont malades, et que personne te félicite. C'est bien mieux que de... c'est bien mieux. C'est moins gratifiant, mais au fond, c'est mieux que de faire un arrêt, que tout le monde te dise ah, merci, tu as fait un arrêt, quoi. Tu vois. Donc il faut rentrer dans ce monde-là, il faut se le dire, qu'en fait c'est ça la vraie vie, et que tu peux faire plaisir à beaucoup plus de monde en étant dans la vraie vie, sans que personne te félicite, qu'en étant sur le terrain et que tout le monde te dise que t'es beau parce que t'as un maillot de foot. On se rapproche de la fin parce que voilà, on avait dit 1 heure, t'es quelqu'un de bien pris. Mais juste avant de parler de l'avenir, de tes projets, de tes envies, est-ce que cet aspect-là, parce que tu es quelqu'un de sociable, voilà, d'assez solaire, est-ce que ça pourrait te plaire justement d'endosser ce rôle qui est encore pas très commun, d'accompagner des gens qui font la transition carrière après carrière? Bah je sais pas parce que tu sais, il faut quand même connaître les personnes. Je suis pas. Je pense qu'il faut être psychologue, quoi. Parce que tu peux pas. C'est pas juste en disant mais non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, j'y suis arrivé. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Chacun a sa propre perception de l'après-carrière, de ce qu'il veut faire, de ce qui peut ce qui va lui faire plaisir et le rendre heureux, tu vois. Donc, je pense pas que je serais. Je peux. Tu vois, un mec comme KMP, par exemple, comme on est paquet, on se connaît très bien. Donc on parle de nos projets, on sait, on se connaît, tu vois. Je vais lui dire des trucs pour le réconforter parce que je le connais. Lui, vice-versa, pareil, il va me dire des choses parce qu'il me connaît très bien. Ou avec Loïc, ou voilà. Mais que des mecs que je connais pas vraiment, c'est quand même compliqué, tu vois. Tu peux leur apporter un petit mot, leur soutien, mais les accompagner, non, tu vois. Je me sens pas. Je me sens plus tu vois, là j'attaque à faire, de faire entraîneur des gardiens et j'entraîne les gamins. Je préfère appréhender des gamins et de leur dire ma vision du foot, les valeurs, ce qu'il faut être dans un groupe et tout. Enfin, ce qui pourrait être dans un groupe. Parce que j'ai pas la science infuse non plus. Hein. Tu vas pas forcer un gamin qui aime pas rire à vouloir faire rire les gens. Mais à inculquer des valeurs qui sont les miennes, tu vois, à transmettre. Je serais plus là-dedans. Plutôt que d'accompagner, je pense que... Mais par contre, il y a quelque chose à faire, ça c'est sûr. Il y a quelque chose à faire parce que tu es lâché dans la nature. L'entraînement de gardien, bon, c'est tout frais, mais c'est quelque chose qui te plaît? Bah, je sais pas, justement. Je sais pas, je le découvre. J'ai accepté le deal avec Feur aussi pour me découvrir ce côté-là. Si j'aime ça, vraiment. Si j'aime retourner sur le terrain, si je suis capable un jour d'aller plus haut et de repartir sur... des week-ends entiers de foot, tu vois. Je découvre le truc. J'ai des projets d'école de gardien de but dans la Loire, là, dans la région. Ça me plairait. Mais être attaché à un club, rendre des comptes et tu vois, être là les week-ends et tout, ça, je le découvre. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ce qu'il en est. Il y a une différence entre être bon dans ce qu'on fait et être capable de le transmettre, de l'enseigner. Et comment tu le gères? Est-ce que tu potasses un peu? C'est plutôt feeling? Ouais, non. Alors honnêtement, j'ai rien lu, j'ai rien regardé. Je veux vraiment me découvrir moi, déjà. Mais tu vois, sur les dernières années à Troyes, par exemple, j'ai rencontré les jeunes gardiens du centre et machin. Et je me suis régalé avec eux à échanger, à les guider, à répondre à leurs questions ou même à apprendre d'eux des fois. Tu vois, j'ai fait pas mal de vidéos sur les réseaux où je suis avec eux et puis on se régale. Et tu vois, j'ai senti à ce moment-là que être avec des gamins, des jeunes, ça me plairait. Ça me plairait parce que tu peux échanger, ils sont ouverts, tu vois. Donc je pense que ça me plairait beaucoup. Plus avec des jeunes, quitte à ce que ce soit en centre de formation, qu'avec le très haut niveau pour l'instant? Le très haut niveau, ça fait rêver. Hein. Bien sûr que je rêverais de faire des séances à des gardiens de très haut niveau, d'aller dans les grands stades, les échauffer, de les voir performer en étant leur entraîneur de gardien. Mais tu peux pas y accéder comme ça déjà, d'une. Donc il faut repartir d'en bas et apprendre à te connaître, te former et apprendre à réagir aux situations,
voilà quoi, avoir un vrai bagage d'entraîneur pour accéder à ce niveau-là. Peut-être qu'au fond de moi, la finalité et mon rêve, c'est d'arriver à ce niveau-là. Mais pour le moment, j'aimerais bien avoir ma vingtaine ou trentaine de gardiens de but de la région et de faire des stages de gardien de but pendant les vacances scolaires, tu vois. Ça c'est un truc qui me fait kiffer aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, au moment de se quitter? Je suis bien placé pour le savoir, que toute ma famille soit en bonne santé, parce que c'est bien là l'essentiel. Et que voilà, une longue vie à ma famille, à mes proches, et voilà, je souhaite le meilleur à tous ceux qui m'entourent, que j'ai pu connaître, qui m'ont soutenu. Voilà, je vais pas dire les blabla, la paix sur terre, parce que c'est impossible, mais voilà, que ma famille soit en bonne santé, qu'on continue à être ensemble, à s'aimer et voilà, voir mes gamins grandir, à performer dans le sport. Voilà, le sport c'est toute ma vie et voilà. Et bien sûr que je souhaite le meilleur à Saint-Étienne et que je vais les suivre de très près et voilà. J'ai une dernière question. Donc, tu as vu le concept de ce podcast. On a pris le temps de discuter et tu as été très franc. Je t'en remercie. Qui est-ce que tu aimerais écouter se livrer autant que toi, tu as pu le faire ce matin? Je parle souvent de lui. Là, on a parlé, tu vois, un mec comme Monet Paquet. J'adore. Et puis, il est très intéressant. Il a une carrière très riche. Il a vécu pas mal de choses. Il a vécu le centre de formation. Ou des mecs comme Nolan Roux aussi, on est un peu dans le même, on a eu un peu le même délire dans notre carrière, c'est-à-dire qu'il y avait le foot, mais il y avait aussi ce qu'il y avait en dehors du foot. Il y avait des passions, il y avait d'autres choses. Voilà, et puis lui aussi pareil, carrière très riche, très, très enrichissante, et qui a beaucoup de choses à dire, que j'ai aussi souvent au téléphone, où on s'envoie souvent des petits messages. Eh ben, écoute, c'est noté. Et puis, tu me donneras peut-être un petit coup de main pour les approcher. Avec plaisir. Jess, encore merci. Vraiment, tu as pris beaucoup de temps. Tu as été très sincère. Je ne m'attendais pas forcément à certains détails, mais j'apprécie ta confiance. Ouais, après, c'est le moment de le dire aussi. Et puis, comme je te dis, moi, j'en veux à personne. C'est ma carrière, elle est comme ça. J'ai rencontré ces gens, il s'est passé ça avec ces personnes. Et c'est comme ça, ma carrière, elle est escalée, mais à l'arrivée, j'ai tout donné. Et ces gens-là, avec qui j'ai pu avoir des fois des tiraillements ou des colères, c'est aussi des gens qui m'ont aidé et qui m'ont apporté quelque chose. Voilà, je pense même à Ruffier, que nos relations n'ont pas toujours été top. C'est quelqu'un qui m'a tiré vers le haut parce que tous les jours j'avais envie de me rapprocher de lui. Des mecs comme Roland, il a dirigé un club et je saurais probablement jamais ce que c'était dur. On a eu des différends, mais à l'arrivée c'est lui qui m'a payé toute ma vie et j'ai des très bonnes relations avec lui. Voilà. Et puis après je me remémore encore des mecs comme Stéphane Tessier qui m'ont beaucoup apporté, qui a pourtant dans la première première impression, je l'en voulais beaucoup. Voilà, mais c'est la vie en fait qui est comme ça. C'est pour tout le monde pareil dans toutes les sociétés. Voilà. Bah écoute, un grand merci en tout cas, et puis on te souhaite pleine réussite dans les projets. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Salut Franck. Salut. Ciao. Voilà, c'est terminé. Un grand merci à Jessie pour avoir accepté de se livrer de cette façon. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le lui dire sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à prendre 2 minutes de plus pour mettre 5 étoiles et un commentaire sympa à dessous de verre sur Apple Podcasts et Spotify. Ça aidera à le faire connaître à d'autres personnes. Pour continuer à discuter, ça se passe sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi m'écrire par mail à dessous-de-verre@gmail.com. Et on se retrouve bientôt avec d'autres invités. Ciao!